Bien, allez, nous allons continuer nos travaux. Et donc, dans le cadre de nos réflexions sur le PLFSS 2025, nous accueillons à présent Monsieur Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. De nouveau, je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et que donc cette vidéo est disponible à la demande. Monsieur le directeur général, le PLFSS pour 2025 prévoit que la branche vieillesse reste en déficit jusqu'en 2028, dans des proportions certes bien moindres de ce qui était prévu avant la réforme de 2023. La branche subit en particulier l'effet des revalorisations des pensions après plusieurs années de forte inflation. Je vais vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire qui vous permettra de nous livrer votre vision sur ce PLFSS, tant en termes financiers que pour ce qui concerne les mesures relatives à la branche. À commencer, la plus importante d'entre elles, au décalage proposé de l'indexation des pensions au 1er juillet. Voilà, donc je vous laisse débuter cette intervention, puis je donnerai très rapidement la parole à nos rapporteurs, et notamment à Madame Gruny, qui est la rapporteure de la branche famille. Voilà, c'est à vous, monsieur le directeur. Famille, yes, pardon, vieillesse. Famille, vieillesse, c'est très lié tout ça. C'est très lié, ça se termine comme ça en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame le rapporteur général, Madame le rapporteur, un propos liminaire relativement bref pour laisser évidemment tout le temps aux échanges. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, très justement, après un exercice 2023 où la branche retraite, et c'est pas si fréquent, était à l'équilibre, moins 200 millions d'euros, ce qui est grosso modo l'équilibre, l'exercice 2024 s'annonce beaucoup moins favorable, avec un déficit prévisionnel de la branche retraite à moins 3,2 milliards et un déficit qui se creuserait pour les exercices suivants. De manière schématique, on stabiliserait un déficit pour l'agrégat régime général et FSV autour de 7 à 8 milliards entre les années 2025-2027. Je vous passe les fluctuations entre les années. Grosso modo, donc, un avenir relativement proche et relativement sombre, malgré la stabilisation à moins 7 milliards, permise, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, permise par la réforme des retraites de 2023 qui commence à produire ses effets et donc qui permet cette stabilisation, mais sur un niveau de déficit prévisionnel 2025-2027 autour de 7 à 8 milliards d'euros. Pourquoi ce déficit ? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, évidemment une inflation plus forte que prévu, qui n'a pas été compensée par une masse salariale qui, elle, a moins augmenté que prévu. Donc, un ralentissement de la croissance de la masse salariale, une inflation qui, en 2022-2023, a été particulièrement dynamique. Pour mémoire, hein, l'inflation cumulée a représenté plus de 10 milliards de dépenses nouvelles pour la branche retraite. On parle évidemment de sommes extrêmement importantes. Donc, une inflation très significative, une masse salariale qui a progressé moins rapidement que prévu. Et puis, globalement aussi, vous l'avez bien en tête puisque vous avez examiné la réforme des retraites l'an dernier. La réforme des retraites ne prévoyait pas de remettre le régime général à l'équilibre, mais bien le tout régime, puisque vous savez que notre régime compère, cousin, complémentaire, on choisit l'adjectif que l'on veut, et lui en suréquilibre, ce qui au bout d'un moment évidemment pourra susciter des interrogations. S'agissant des principales mesures du PLFSS tel qu'il vous est proposé. J'en présenterai effectivement trois seulement, même si on est impacté par beaucoup de mesures, mais qui peuvent être plus techniques, même si je répondrai à toutes les questions. Le premier, c'est la proposition de décaler la revalorisation des retraites du 1er janvier au 1er juillet. On est sur une mesure qui est relativement simple à mettre en œuvre dans la pureté du texte tel qu'il vous a été transmis par l'Assemblée nationale, puisqu'on décale de 6 mois. Donc sur le plan opérationnel, c'est une mesure qui ne pose pas de difficultés particulières. Je sais que des réflexions nombreuses sont suscitées par cette mesure. Elle rapporte pour le seul régime général 2,4 milliards d'euros pour l'exercice 2025 et en base. Deuxième impact sur le solde de la branche retraite, même si c'est un impact indirect, peu visible, c'est la refonte des allègements généraux de cotisation de sécurité sociale, puisque le projet de refonte et donc de réduction en réalité des allègements généraux de cotisation sociale, c'est 2 milliards de recettes pour la branche retraite en plus. Et enfin, 2 milliards de recettes, pardon, excusez-moi Madame la sénatrice, 2 milliards de recettes en plus dès l'année 2025. Et enfin, troisième mesure qui nous impacte en fait considérablement
même si ça peut sembler contre-intuitif, c'est la réforme des 25 meilleures années, le calcul des retraites des exploitants agricoles, ce qu'on appelle les non-salariés agricoles, sur la base des 25 meilleures années, qui était un engagement fort du gouvernement précédent, une revendication forte des mouvements d'exploitants agricoles que la France a connu il y a quelques mois. Le projet de PLFSS prévoit des modalités de mise en œuvre avec une double mise en œuvre en quelque sorte au regard de la forte complexité en gestion. Sur la partie qui regarde le régime général, nous serons en capacité de mettre en œuvre dès le 1er janvier 2026, là où dans le texte qui vous est proposé, il est envisagé d'achever la réforme au 1er janvier 2028. Je ne dis pas cela pour accabler, loin de là, ma collègue directrice générale de la Caisse de la Mutualité sociale agricole. Le travail à fournir côté régime agricole est beaucoup plus lourd que côté régime général. En revanche, j'attire votre attention sur le fait que, comme on va calculer dorénavant, si évidemment le PLFSS devait prospérer, comme on va calculer les retraites des exploitants agricoles sur la base des 25 meilleures années, la moitié du coût est supportée par le régime général, puisque la plupart des exploitants agricoles seront à un moment ou à un autre au régime général, comme à peu près toutes les personnes de bonnes conditions. Et donc, l'impact, le coût financier qui, au final, au bout du bout, à l'horizon 2080-2100, se monte à 700 millions d'euros, la moitié est supportée par le régime général, qui va verser des pensions plus favorables aux exploitants agricoles. Et c'était bien, je crois, l'intention de la mesure telle qu'elle a été proposée par le gouvernement. Voilà, Monsieur le Président, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et bien entendu, j'essaierai de répondre aux questions. On a évidemment répondu au questionnaire qui nous a été envoyé par Madame la rapporteure, je crois, dans les délais impartis et on pourra évidemment apporter tous les éclaircissements possibles. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Je donne tout de suite la parole à Pascale Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Sur la modification pour les retraites agricoles, bon, moi j'ai eu beaucoup de réponses sur la date, mais ça vous concerne moins, c'est plutôt avec la MSA. Mais on souhaiterait vraiment que ce soit mis en place dès 2026 et qu'il n'y ait pas ces recalculs et cet effet rétroactif pour les exploitants agricoles. Et je comprends qu'en fait, il y a un poids supplémentaire en fait sur la CNAV, mais en revanche, c'est une mesure d'équité par rapport à tout le monde, puisque toutes les retraites sont calculées sur les 25 meilleures années. Et donc, l'agriculture, forcément, était pénalisée de ce fait-là. Sur le décalage de la revalorisation annuelle, on se pose encore des questions en fait sur ce retard et particulièrement, vous savez, sur les petites pensions. Et donc, on aurait voulu savoir en fait le coût en fait approximatif qui viendrait diminuer les 2,4 milliards d'euros. Est-ce que vous avez fait des prévisions sur ce sujet, sachant que le seuil n'est pas non plus déterminé, mais c'est vrai que ça fait partie des questions qu'on se pose. Et comment sont mesurés les effets de ces changements sur le niveau des pensions de retraite, à la fois de base et complémentaires, versées aux assurés? Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Non, mais ne vous inquiétez pas, je comprends. Comment sont mesurés les effets de ces différents changements sur le niveau des pensions de retraite et de base et complémentaires qui sont versées aux assurés? Et deux questions autres. Est-ce qu'il faut repousser encore l'âge de la retraite? Voilà. Le financement par capitalisation, est-ce que ça fait partie aussi des réflexions? J'entends que sur certains bancs, ça... Mais enfin, on est devant la réalité, hein, quand même. Hein. Moi, je suis une comptable. Hein. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le Directeur, nous attendons vos réponses. Chut. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour ces différentes questions. Sur la question des retraites agricoles, et vous avez raison, effectivement, ça pouvait sembler être une atypie que les retraites des exploitants agricoles soient calculées sur toute leur carrière. En termes de calendrier de mise en œuvre, vous l'avez bien en tête, il y a 3 mesures en réalité dans la réforme, 2 qui entrent en vigueur en 2026 et la 3e, et effectivement qui peut faire débat, qui entre en vigueur en 2028 avec un effet rétroactif. Dès 2026, calcul des pensions du régime général
sur la base des 25 meilleures années. Dès 2026, alignement par le haut des minima de pension, ce qui fait que les deux mesures les plus favorables, les plus coûteuses, entrent en vigueur dès 2026. Ce qui à date entre en vigueur en 2028, c'est le calcul de la retraite côté MSA, côté CCMSA, en fonction des 25 meilleures années, avec un effet rattrapage. Je crois qu'il y a des travaux auxquels on est étroitement associé, puisqu'il y a des travaux informatiques très complexes et qu'on mène conjointement avec la caisse de la MSA pour essayer de voir si le délai peut pas être un peu challengé, comme on dit, ou un peu raccourci. Je pense que 1er janvier 2026 c'est un peu une gageure. Je dis pas ça pour défendre ma collègue de la MSA. On regarde le sujet un peu dans tous les sens, mais je suis convaincu que les débats permettront d'éclairer et d'enrichir le sujet. Sur le décalage de la revalorisation annuelle et les impacts, si vous le permettez, ou sinon, si vous le permettez, Monsieur le Président, que je donne la parole à ma collègue qui est la directrice statistique, prospective et recherche, qui est celle qui fait, avec ses équipes évidemment, absolument tous les chiffrages officiels, officieux, qui circulent, qui ne circulent pas. Donc du coup, je rendrai à Césarine, si vous le permettez, Monsieur le Président. C'est les équipes qui font, mais effectivement, sur cette revalorisation différenciée, sur RG plus MSA, donc le rendement serait de 2,3 milliards, et si on ne fait pas de revalorisation différenciée pour les petites retraites tout régime, alors ça dépend du seuil, mais en gros ça coûte 200 ou 300 millions selon qu'on met le seuil à 1050 ou à 1200 euros. Tout régime de base, les chiffres sont évidemment un peu plus élevés. Donc là, le rendement, dès le départ, est plus élevé puisqu'il est à 3,1 milliards. Et si on décale donc qu'une partie des retraites et qu'on continue à revaloriser les petites pensions au 1er janvier, ça coûte 300 ou 500 millions selon que le seuil est à 1050 ou 1200 euros. Donc ça fait un rendement de 2,8 milliards ou 2,6 milliards selon le seuil. Si vous permettez, Monsieur le Président, je reprends la parole. Évidemment, on vous transmettra ces éléments de chiffrage en complément. Mais grosso modo, si on reste sur les toutes petites retraites, la perte est de l'ordre de 10 à 15%. Donc la perte sur le moment de la mesure n'est pas extrêmement élevée. Il y a en revanche un vrai sujet opérationnel de mise en œuvre. Mais là-dessus, on serait incapable au 1er janvier de faire une revalorisation différenciée. Parce que techniquement, une revalorisation différenciée, c'est 3 opérations. C'est recueillir les montants de retraite tout régime, c'est calculer combien gagne chacun et le taux de revalorisation, et c'est envoyer le taux de revalorisation à tous les régimes, puisqu'il faut que chaque régime applique le même taux. En revanche, on peut le faire rétroactivement, c'est-à-dire au 1er juillet, verser pour les petites retraites ce qu'ils auraient dû verser de par la volonté du législateur. C'est-à-dire faire un rappel, en disant, voilà, pendant 6 mois, on a oublié de vous revaloriser, on n'a pas été en capacité technique de vous revaloriser alors que le législateur avait souhaité que vous le fussiez dès le 1er janvier. Et à ce moment-là, on fait un rappel sur le plan opérationnel et sur le plan technique. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et puis, c'est toujours une petite bonne nouvelle pour les assurés qui apprécient les rappels, moins les indus en général. Et c'est bien normal. Sur les effets, les impacts sur... De ces mesures de revalorisation, la mesure des impacts sur les assurés. 2 points effectivement de vigilance que vous avez soulevés, Madame la rapporteure. Le premier, c'est que de fait, en réalité, cette mesure ne concerne pas tous les régimes et que ça crée des formes de distorsion entre régimes, puisque d'un côté, on a les régimes qui sont base et complémentaires intégrés, qui seront entièrement concernés par la mesure. De l'autre, on a le régime général base et complémentaire séparés, pour lesquels le régime complémentaire, lui, revalorise au 1er novembre, mais a décrété une sous-indexation pour tout le monde. Donc de fait, selon le régime auquel on appartient, on va avoir finalement des évolutions générales des retraites relativement différentes, même si on peut considérer que la sous-indexation décidée par les partenaires sociaux pour le régime complémentaire Agirc-Arrco est à peu près de l'ordre de taille équivalente en quelque sorte à celle proposée par le gouvernement dans le présent PLFSS. Mais finalement, ils ont utilisé un autre instrument, ils ont baissé la revalorisation pour l'ensemble de leurs retraités. Et deuxième point, sur ces effets de la revalorisation différenciée, si on devait distinguer selon le niveau de retraite, il serait probablement nécessaire de faire, comme on l'a fait en 2020, de faire des effets de lissage pour éviter que quelqu'un qui gagne 1201 € se retrouve à gagner moins que celui qui avait une retraite à 1199 €. On a des effets de seuil potentiels que le Conseil d'État en général apprécie peu et qui nous obligent à faire des lissages incompréhensibles
pour les assurés, pour les parlementaires, y compris pour les gestionnaires, parce qu'on fait des effets de seuil à 1128, 1131, etc., mais pour éviter que l'ordre des pensions, en quelque sorte, ne soit bouleversé. C'est complexe en gestion, mais en général invisible pour les assurés. S'agissant d'une nécessité ou pas de repousser l'âge de la retraite et de le porter éventuellement à 65 ans, évidemment, je botterai en touche et vous y attendiez, Madame la rapporteure. En revanche, je botterai d'autant plus facilement en touche que pour l'instant, on n'est pas encore à 64 ans, donc finalement, on a le temps, en quelque sorte, jusqu'en 2032, de voir venir les évolutions. Il n'est pas interdit de penser qu'effectivement, il faudra, lors de la prochaine mandature, reposer le sujet. S'agissant de la capitalisation, même pour un gestionnaire de régime par répartition, comme je le suis, ce n'est pas un gros mot. C'est en revanche évidemment des dispositifs qui sont déjà bien ancrés dans le paysage social français. Le troisième étage de retraite est plutôt prospère. En plus, les mécanismes de PERCO et autres sont plutôt prospères. Et pour vous donner un exemple, les salariés de la sécurité sociale, qui pourtant sont attachés par nature, viscéralement, à la retraite par répartition, bénéficient d'un plan de retraite supplémentaire cofinancé par l'employeur. Donc pour moi, là-dessus, on a déjà un espace pour la retraite supplémentaire, une législation qui est plutôt favorable, notamment fiscalement, pour faire de la retraite supplémentaire un placement relativement intéressant, et qui permet finalement aux assurés de compléter éventuellement, comme ils le souhaitent, leur espérance de retraite par répartition. On a une législation pour moi qui est déjà relativement solide, et ensuite ce sera évidemment au dialogue social et puis au choix individuel de venir abonder ou pas ces retraites par capitalisation. Mais y compris à la sécurité sociale, nous avons de la capitalisation et qui fonctionne plutôt bien, parce que pour moi là-dessus ça vient finalement augmenter encore les revenus substitution assurés à la retraite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. J'ouvre donc la discussion générale et je donne d'abord la parole à Elisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour l'ensemble de ces informations. Moi, je vais m'arrêter juste sur ce qui est proposé en termes d'allègements généraux. On ne peut pas ignorer effectivement la pente ascensionnelle et assez forte de l'augmentation en fait des allègements généraux depuis ces dernières années. Et donc la proposition qui est faite dans ce PLFSS, vous l'avez dit, vous rapporterez en quelque sorte 2 milliards d'euros. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas dans ce PLFSS, c'est l'incidence sur les emplois en moins. Parce que ça peut faire aussi de la casse. Et en termes de chômage, évidemment, ça fait aussi moins de cotisations chômage qui rentrent. Et ça, c'est quand même à prendre en compte. Et c'est donc des salaires en moins et donc des cotisations chômage et retraite en moins aussi. Est-ce que vous l'avez évalué et tout nous indique aujourd'hui qu'on est quand même dans une forme de récession économique. On voit les plans Michelin, Auchan, etc., etc. Et donc, ça nous inquiète. Et est-ce que vous, de votre côté, vous avez des notes d'alerte concernant justement l'état de l'emploi dans notre pays et les tendances actuelles? Parce que ça a quand même une incidence sur les choix que nous allons faire en termes d'allègement. Merci. Merci beaucoup. La parole à Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, juste une précision. Je suis là. Avant de poser mes questions, 2,5 milliards de déficit. On est sur uniquement le régime de retraite CARSAT ou on est sur tous les régimes de retraite? C'est bien le régime général, le FSV, c'est un agrégat qui fait 180 milliards. Oui, c'est ça. Non, parce que je vous ai entendu dire, j'ai trouvé ça curieux au début, que on est en déficit malgré la réforme des retraites, et je vous ai entendu dire que la réforme, lorsqu'on a débattu sur la réforme des retraites, il n'avait jamais été question de mettre notre régime, notre système général à l'équilibre. Si, quand même. Et on a travaillé que là-dessus. Et moi, je me souviens quand même qu'on a travaillé à partir, bien évidemment, des rapports du corps. Les rapports du corps, c'est toujours tout régime de retraite confondu. Donc, j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que vous avez voulu dire. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que malgré tout ce qui avait été annoncé, et malgré un excédent en 2023,
la réforme des retraites dont vous dites que c'est grâce à elle qu'on n'aura que 2,5 milliards de déficit, eh bien moi je dis on a 2,5 milliards de déficit. Et ça n'était absolument pas prévu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors vous parlez d'une moindre dynamique de l'emploi, mais j'ai envie de dire, ça démarre maintenant. Enfin, en tout cas, si on en croit les ministres qu'on a eus au banc sur toutes les questions au gouvernement ces derniers mois, tout allait très bien, et en termes d'emploi, et en termes de finances, et en termes de tout, on n'avait jamais été aussi bien que dans cette période. Et puis tout d'un coup, là, il y a un creux qui se fait, un trou, qui fait que d'un excédent et d'un excédent amélioré grâce à une réforme, on arrive finalement à un déficit, et un déficit qui va continuer à se creuser. Alors, vous avez répondu à ma collègue que, bien évidemment, vous n'entreriez pas dans le débat du prolongement de la durée du travail, mais vous y êtes rentré quand même en disant qu'il allait certainement falloir, on n'était qu'à 64 ans, sous-entendu, il y a de la marge, et il allait certainement falloir s'y pencher sur des mandatures. Moi, j'ai juste une question à poser. Quand on regarde bien ce sujet, on se rend compte que personne ne peut être devin en matière d'excédent ou de déficit de régime de retraite général, enfin, de système de retraite en général. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait réellement travailler à une refonte, tout en gardant les bases, bien évidemment, de nos systèmes de retraite pour éviter ces effets yo-yo qui font que, finalement, d'une mandature à l'autre, on ne trouve qu'une seule réponse, c'est celle de rallonger la durée du travail, alors qu'on sait bien que, humainement, on ne pourra pas indéfiniment rallonger la durée du travail, surtout pour un certain nombre de salariés. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le directeur, quelle est la part de chaque régime dans ce déficit? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des régimes très déficitaires, plus déficitaires que d'autres. Il ne s'agirait pas de faire payer finalement à tous les salariés l'incurie de certains régimes ou le manque de décision que nous, élus, n'avons pas été en capacité de prendre, et aujourd'hui finalement nous pénalisons tous les salariés. Des questions ont été posées sur la non-revalorisation au 1er janvier. Nous aurons des discussions politiques dans l'hémicycle. Et bon, vous, bien évidemment, monsieur le directeur, vous êtes devant une décision que vous appliquez. Donc, je ne vais pas vous demander un avis par rapport à cela. Nous en discuterons entre nous dans l'hémicycle. Dernière chose, je terminerai sur l'emploi des seniors. Je vous ai entendu dans une interview porter une parole très optimiste, même un peu dithyrambique, je vous le dis, j'avais trouvé à l'époque, à ce moment-là, il y a quelques semaines, en disant que l'emploi des seniors ne s'était jamais aussi bien porté que depuis la réforme des retraites. J'aimerais juste qu'on explique que c'est un effet mécanique, parce que quand on maintient des gens de 61 ans au travail jusqu'à 62 ans, ils sont comptés comme seniors, ils restent au travail plus longtemps, et donc l'emploi des seniors s'améliore. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Je donne la parole à Raymonde Poncet-Monge. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi, une simple question que je pose régulièrement, mais je continue. Au 1er juillet, vous allez donc revaloriser quand même, bien sûr, les retraites. Est-ce que vous allez revaloriser les retraites selon le taux d'inflation du 1er janvier, comme vous l'auriez fait, mettons au 1er janvier, on dit c'est 2,1, est-ce que ce sera 2,1 ou est-ce qu'au 1er juillet, vous allez revaloriser aux 12 mois glissants, c'est-à-dire de juillet à juillet, zappant quand même le premier semestre 2024 où l'inflation était plus forte que le premier 23, celui de 24. Oui, voilà. Donc voilà, moi je veux une réponse. On revalorise comment au 1er juillet? Vous voyez, c'est simple. Question technique, Monsieur le Président. C'est une très bonne question, Madame. Je donne la parole à Jean-Marie Van Larenberg. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai 2 ou 3 questions. Premièrement, j'ai pas trop compris. Vous avez parlé au niveau du chiffrage, sur le décalage du versement, du décalage de la revalorisation des pensions. Vous avez parlé de 2,4 milliards. Moi, j'avais le chiffre de 4 milliards. 4 milliards annoncés par le gouvernement. Et je voudrais avoir des précisions sur ce point. Deuxièmement, préserver les petites retraites. Vous avez parlé d'un lissage.
quand considérons-nous que nous sommes en petite retraite? Est-ce que c'est la retraite médiane? Est-ce que c'est 2000 € comme on l'avait envisagé? Ça a été vu au moment de la CSG, de la revalorisation des taux de CSG. C'est une question qui est indispensable de connaître, dont il est indispensable de connaître la réponse. D'autre part, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, plutôt que de toucher tous les retraités, d'avoir une suppression progressive de l'abattement de 10% pour frais professionnels que les retraités n'ont plus, à proprement parler? Ça toucherait que les retraités aisés, évidemment, puisque ce sont ceux qui payent l'impôt. Et puis, dernier point, puisqu'on engage un peu le débat sur les soldes et sur la durée de cotisation ou l'âge de départ, je dois dire que le plus juste, c'est la durée de cotisation qu'il faudrait viser, plutôt que l'âge de départ. Et ça, on en a déjà débattu pour trancher, malheureusement, dans un sens qui ne me paraît pas la bonne direction. Le corps a publié des soldes par régime, et on s'aperçoit que c'est pas le régime du privé qui concerne à peu près 75% des salariés qui est le plus en déficit, mais bien celui de l'État et des collectivités locales. Donc ici, on va toucher à la CNRACL, puisqu'on va augmenter les cotisations employeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne serait pas préférable, d'avoir une gestion différenciée suivant ces régimes privés, publics et libéraux? Merci beaucoup. La parole à Corinne Boursier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. Les questions ont déjà été posées par Pascal Gruny et aussi mes autres collègues, et Monsieur Renaud Villard a déjà répondu. Donc voilà. Corinne Boursier, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question? J'étais en train de discuter. Ah bon, d'accord. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Que j'avoue que j'ai répondu à une question du directeur, donc je n'ai pas entendu. Merci beaucoup. La parole est Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Donc, vous nous avez expliqué effectivement que le déficit serait de 8 milliards entre 2025 et 2027, malgré la réforme de 2023. Et vous nous avez dit que la réindexation 2024, si j'ai bien compris, c'était 10 milliards. Moi, je pensais que c'était 14. Mais bon, alors, ma question, simplement, si vous voulez, est-ce qu'on va vers un consensus avec les partenaires sociaux pour les retraites progressives, la pénibilité, etc. Et ma question, les retraites inférieures à 1400 € sont très quand même compliquées pour vivre si on est une personne seule. Est-ce que ce serait pas possible de réindexer pas uniquement les minima, mais venir à 1400 € et quel en serait le coût pour 2025, bien sûr? Ce que je vous propose, je fais une pause avant d'intervenant, on commence à répondre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sinon, j'aurais peur d'oublier, même si j'essaie de prendre des notes, et vous voyez, je fais ça de manière le plus organisée possible, mais sinon, je risque d'oublier des réponses, et je ne voudrais pas vous faire ces mauvaises manières. Du coup, je suis déjà dans le désordre. Madame la rapporteure générale, sur les effets, les deux questions que vous soulevez. Le premier, est-ce qu'on n'a pas finalement un effet de bouclage macroéconomique qu'on mesurerait mal, une baisse des allègements généraux conduisant à une réduction de la croissance économique, donc à une destruction d'emplois, donc à une destruction de cotisations? Effectivement, ce bouclage, on ne le mesure pas. Ça fait partie des points qui souvent, d'ailleurs, dans les réformes de politique sociale, sont un peu des angles morts. On le mesure sur les réformes très structurelles, mais avec pour le coup une forme d'imprécision, parce que ça va reposer beaucoup sur les hypothèses de comportement des acteurs économiques. Je prends un exemple qui m'est plus familier, la réforme des retraites de 2023. Une bonne partie de son rendement était un rendement implicite, parce qu'on considère, et j'y reviendrai sur l'interpellation de Mme Lubin, une partie du rendement de la réforme, mais qu'on ne mesurait pas en euros sonoritaires bruchants pour le régime général, une partie du rendement de la réforme était liée au fait qu'on améliorait
l'emploi général qu'on améliorait l'emploi des seniors, donc on améliorait la croissance potentielle et qui avait du coup un effet sur le PIB et sur l'emploi. Sur la réforme telle qu'elle est proposée des allègements généraux de cotisations sociales, le seul point que l'on puisse dire pour se rassurer malgré tout sur la portée de cette réforme des allègements généraux, c'est que, et vous l'avez souligné, la croissance des allègements généraux a été extrêmement dynamique, liée sur la croissance extrêmement dynamique du SMIC. Et que notamment, d'ailleurs, vous avez voté l'an dernier une première petite réforme des allègements généraux, puisque vous avez désannexé le 3,5 points. Vous savez 3 étages. Le 3e étage va jusqu'à 3,5 fois le SMIC, qui est aujourd'hui un salaire extrêmement conséquent. Et vous l'avez désarrimé du SMIC, parce qu'on arrivait sur des points de sortie de cadres très, très, très supérieurs, ce qui n'était pas nécessairement l'enjeu. Mais clairement, effectivement, c'est un point de vigilance. Le projet du gouvernement, je crois, est de procéder en 2 étapes, peut-être justement pour évaluer et éviter un choc trop important. Mais j'entends parfaitement, effectivement, cet impact. À date, effectivement, on n'a pas mesuré de bouclage éventuel d'effet de deuxième tour, en quelque sorte, sur le plan macroéconomique. Donc, les 2 milliards de cotisations sont effectivement dans l'hypothèse croissance inchangée, dans l'hypothèse où cette réforme des allègements généraux de cotisations sociales n'aurait pas d'impact positif ou négatif sur la croissance et l'emploi en France. J'espère, oui, Madame Lubin. Alors, je vois bien qu'effectivement, et je vous prie de m'en excuser, j'ai été trop rapide dans mon propos liminal. J'ai bien distingué effectivement le régime général du tout régime. L'ambition de la réforme de 2023 était de remettre à l'équilibre le système de retraite, donc tout régime, en 2023. En 2032, pardon, l'horizon 2032. Réforme 2023, tout régime à l'équilibre en 2032. En revanche, dans cette vision-là, le régime général était toujours en déséquilibre. Réforme ou pas, de toute façon, de manière caricaturale, dans les prévisions de la réforme de 2023, vous aviez 2 régimes qui étaient en gros déséquilibre. Régime général CNRACL, donc le régime des agents des collectivités locales et hospitaliers, et puis des régimes en gros suréquilibre, notamment le régime Agirc-Arrco. Le plus et le moins faisant théoriquement 0. Ce 0 ne se vérifie plus. Effectivement, l'hypothèse d'un 2032 tout régime à l'équilibre ne se vérifie plus. Il ne se vérifie plus. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales, pour 2 raisons et demie. La raison et demie, que je me permets de prononcer uniquement en tremblant, c'est qu'entre le projet initial du gouvernement et le texte définitif adopté, il y a eu le travail parlementaire, et que le travail parlementaire, force est de constater qu'il a plutôt conduit à introduire des mesures favorables et qui ont un coût, et pas de mesures d'économie supplémentaires. Et donc, on ne peut pas faire griller au chiffrage initial du gouvernement de ne pas avoir intégré les amendements parlementaires. C'est le droit d'amendement, et j'imagine que je prononce ce mot en tremblant, mais vous le savez mieux que moi. Et il y a deux éléments, en revanche, exogènes au travail parlementaire qui expliquent que les prévisions de 2023 semblent ne pas se vérifier. Le premier, c'est une croissance de la masse salariale moins rapide que prévu. Ce n'est pas une dégradation de l'emploi. Là-dessus, on n'a pas du tout en sous-jacent une hypothèse d'une réduction de l'emploi. Vous le savez, le Conseil d'orientation des retraites continue à projeter une arrivée vers le plein emploi et on ne présume pas une augmentation du taux de chômage. En revanche, la masse salariale est un peu moins dynamique que prévu et on a une sensibilité extrêmement forte à la masse salariale, extrêmement forte. Ce qui est sain, je suis un régime de retraite, le gros de mes recettes, c'est assis sur les cotisations, donc assis sur le salaire. Si les salaires progressent un peu moins vite que prévu, ça se chiffre très vite en milliards d'euros. Et puis, deuxième élément qui conduit à cette dégradation à l'horizon 2032, c'est que le Conseil d'orientation des retraites, et il est souverain là-dessus, il associe, vous le savez, des parlementaires, des partenaires sociaux, le Conseil d'orientation des retraites a révisé ces hypothèses macroéconomiques, notamment ces hypothèses de croissance de la productivité, qui pouvaient sembler peut-être un tout petit peu ambitieuses. Et de ce fait, ce réajustement des prévisions du corps et cette révision de la masse salariale conduit à constater un déficit, une prévision de déficit tout régime. Mais de toute façon, le régime général était prévu pour être à l'équilibre. Sur la question d'un éventuel sous-entendu de ma part, sur je serais favorable à 65 ans, 66 ans, 67 ans. C'est faux, je ne suis favorable à rien. J'applique. Et c'est une grande fierté de ma part, et c'est, pardon de le dire avec beaucoup de solennité, je suis nommé par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, telle que vous la votez. Je n'ai aucune opinion en la matière. En revanche, je me suis permis d'insister sur le fait que le sujet des retraites
allait sans doute revenir à l'agenda 2027. Parce que je ne peux pas imaginer que dans un débat politique, qu'une représentation nationale puisse laisser filer les déficits de la sécurité sociale en restant quoi? En revanche, la manière de combler les déficits de la sécurité sociale, la manière de combler les déficits du régime de retraite, les solutions appartiennent au gouvernement et aux parlementaires. Là-dessus, je suis neutre, sans saveur, et vous savez en plus que dans un âge antérieur, j'ai participé à d'autres réformes des retraites. Mais je ne fais pas de politique, et là-dessus, c'est aussi la noblesse pour moi du service public que d'être neutre et sans saveur, et j'y tiens beaucoup. Alors du coup, mon côté peut-être un peu ravi de la crèche, vous avez dit dithyrambique sur l'emploi des seniors. Je ne me rappelle pas avoir parlé dans le Poste de manière aussi enthousiaste. Mais pardonnez-moi si je l'ai été. Vous avez parfaitement raison sur l'emploi des seniors. Il y a deux effets. Il y a ce qu'on appelle l'effet horizon. Vous décalez de 2 ans, tout le monde décale de 2 ans et donc travaille plus longtemps. Ça, c'est parfois un peu controversé, mais ça se vérifie parce que globalement, les gens, avant de partir à la retraite, sont très majoritairement en emploi, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et du coup, ils restent un peu plus longtemps en emploi. En revanche, il y a un deuxième effet auquel je crois profondément. Et c'est d'ailleurs le point qui a été soulevé, je crois, également dans la question de je ne sais plus si M. Van Arenberg ou de M. Chassin, pardon. C'est que la réforme de 2023, quoi qu'on en pense, elle introduit un dispositif extrêmement puissant qui aujourd'hui est complètement sous-usité, qui s'appelle la retraite progressive, qui est un mécanisme de maintien dans l'emploi des seniors exceptionnel, qui aujourd'hui fait 10-15 000 occurrences par an sur 700 000. Les partenaires sociaux veulent s'en emparer, de manière d'ailleurs un peu large, mais en tout cas, on a là un effet levier. La réforme de 2023 n'a pas créé la retraite progressive, mais a créé une forme d'opposabilité de la retraite progressive, ce qui change tout. Parce qu'avant la réforme de 2023, il fallait l'accord de l'employeur. Dorénavant, il faut que l'employeur, pour s'y opposer, justifie qu'effectivement le passage à temps partiel d'une personne dans une PME, si vous avez 3 collaborateurs et l'un qui passe en temps partiel, ça peut vous mettre en difficulté. Si vous travaillez à la sécurité sociale, que vous avez 140 000 collaborateurs et qu'il y en a un qui se met à temps partiel, j'aurais le plus grand mal à dire que là, franchement, non, évidemment, on ne saurait plus gérer la sécurité sociale ou gérer les retraites. Donc là-dessus, ça a introduit cette potentialité. À date, ça reste quand même un dispositif très peu connu. Tant mieux, les partenaires sociaux semblent se pencher dessus. Après, ma responsabilité, ce sera de le faire connaître. Pour le coup, on va déployer un service en ligne. Je sais plus, c'est fin novembre ou tout début décembre, donc dans les semaines qui viennent, un service en ligne pour demander sa retraite progressive en ligne. Et puis derrière, on va asseoir dessus une campagne de communication pour le faire connaître. Parce que comme c'est peu connu, c'est peu utilisé. Après, moi, j'ai pas d'action en la matière, je vends pas la retraite progressive, mais je trouve qu'un outil qui est pas utilisé, c'est dommage, et c'est sans doute parce que je n'arrive pas, notamment, à le faire connaître. Sur la refonte du système de retraite, là aussi, je suis obligé de rester dans ma neutralité. Effectivement, on a un système de retraite dont la lisibilité est un tout petit peu imparfaite. Je n'ai pas d'action non plus en faveur de la réforme systémique. Je ne suis pas totalement sûr que vous soyez infiniment favorable. Mais effectivement, 43 régimes rend le système relativement illisible. Malgré tout, réforme après réforme, les 43 régimes, vous le savez, deviennent un peu sont devenus assez théorique, puisque beaucoup de régimes ont été mis en extinction. Malgré tout, on a un système qui, sur le plan du pilotage financier, parce qu'il y a le pilotage politique des régimes, ça c'est plus facile à mettre en place, mais sur le plan du pilotage financier, on a un système qui est effectivement excessivement complexe et assez peu lisible vu de ma fenêtre. Si je caricature de manière très caricaturale, vous avez des régimes qui sont structurellement en extrême déficit. Dans ces cas-là, on leur dit quoi? C'est pas grave, il y a le régime général qui est là. Pardon, mais je verse 5 milliards par an au régime des exploitants agricoles. Moi, je ne fais pas solidarité avec le régime agricole, je suis en suréquilibre. Tous les régimes spéciaux sont progressivement adossés au régime général. Donc, du coup, progressivement, en gros, il y a une partie du déficit. Le régime général devient l'assureur en dernier ressort. C'est sans doute de bonnes méthodes en termes de pilotage financier. C'est peut-être plus compliqué en termes de visibilité. Et puis, de l'autre côté, vous avez des régimes qui sont laissés seuls, entre guillemets, face à leurs responsabilités, comme la CNRACL, avec effectivement un déséquilibre extrêmement important. Et puis, vous avez, mais vous le savez, vous connaissez finement les retraites, vous avez un régime, et ça a été évoqué, qui est un régime qui n'en est pas un, et qui, du coup, rend peu lisible le sujet, puisque c'est le casse-pension. Le service des retraites de l'État n'est pas un régime de retraite, donc vous n'avez pas en face une cotisation, en face une dépense, et donc, lui, il est équilibré par une main invisible. La main invisible, c'est vous, c'est le budget de l'État. De fait, en termes de pilotage financier, j'ai la faiblesse de penser, sans sortir de mon devoir de réserve, qu'on pourrait difficilement faire plus compliqué.
mais c'est aussi le charme de nos régimes de retraite. Je ne vais pas vous renvoyer à Louis XIV, le décret de la Neva, mais l'ENIM a été créé par Louis XIV et le régime de l'opéra par le décret de la Neva. C'est quand même magique. Voilà. Napoléon, en guerre contre la Russie, 1812, crée le régime de l'opéra, de retraite de l'opéra. Il n'a pas créé le régime général, ce qui est dommage, il a été créé bien après, ça aurait été très chic. Pardonnez-moi pour la plaisanterie historique, mais tout ça est très vrai. Hein. Vous savez que l'ENIM a été créé par Louis XIV et le décret de la Neva est, je crois, authentique. Sur Madame Poncet-Mauge, sur question technique, réponse technique, à date, je crois en tout cas dans le projet de PLFSS, on prendrait bien l'indice au 1er juillet, puisqu'on prend l'inflation constatée à date de la revalorisation, donc l'indice au 1er juillet. De fait, il y a un écart de 0,2 ou 0,3 points entre l'indice prévisionnel au 1er janvier et l'indice prévisionnel au 1er juillet. De toute façon, on est sur un ralentissement très très net de l'inflation. Ça se joue, je crois, entre 2,2 et 1,8 ou 2,1 et 1,8. Le 2,3 en prévision 24, ça me paraît beaucoup, mais là, il faudrait que je me tourne vers... Donc, quand même, ça sera... C'est une double peine. Après, en revanche... Là où je me permets de nuancer votre propos, Madame Poncet-Mauge, on n'est pas sur une désindexation. C'est un décalage de la revalorisation. Les retraites restent bien arrimées à l'inflation. Alors c'est moi qui ai été inattentif et je vous prie de m'en excuser. Monsieur Van Larenberg, pardon si j'ai été là encore confus. C'est toute la difficulté de cet exercice d'audition où je parle beaucoup de retraite et j'oublie parfois de me renvoyer à mon humble condition qui est le régime général. L'impact de la revalorisation, tout régime, c'est bien 4 milliards. Régime général, c'est bien 2,4 milliards. Donc là-dessus, on avait tous les deux raison, mais c'est moi qui ai eu tort puisque je n'ai pas été assez précis. Il y a bien un impact tout régime de 4 milliards et un impact sur le seul régime général de 2,4 milliards. Et dans l'hypothèse évoquée par Madame la rapporteure d'une revalorisation qui épargnerait les toutes petites retraites autour de 2 000 €, il y a 10% de cette somme, environ 10 à 15% de cette somme, qui serait manquante, donc 300 millions si on se passe du côté du régime général, et plutôt 500 millions si on se place en tout régime. Sur le lissage et les petites retraites, la notion de petite retraite, je ne m'embarquerai jamais dedans, parce qu'on sait que savoir... Certains se sont un peu glissés, enfin la pente glissante de qui est riche, qui est pauvre est une pente redoutable. En revanche, ce qui est certain, c'est que 2 000 € sans qualifier en petite ou en grosse retraite, on est au-delà de la retraite médiane. Donc il y a beaucoup plus de la moitié des retraités qui sont à moins de 2 000 €. Autant dire qu'évidemment, le rendement de la mesure là fondrait comme neige au soleil. Sur la suppression de l'abattement d'impôt sur le revenu, de l'abattement fiscal au titre des frais professionnels, qui effectivement peut sembler être une curiosité juridique, puisque les retraités normalement ne sont pas exposés à des frais professionnels. Sur le plan technique, évidemment, ce n'est pas extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Il y a en revanche il y a évidemment des effets seuil qui, si la mesure devait prospérer, appelleraient un lissage. Et notamment, vous avez un effet retour potentiel sur le taux de CSG. Parce que si vous augmentez votre assiette d'impôt sur le revenu, vous pouvez passer en taux majoré de CSG. Et là, du coup, avoir un effet... je n'oserais pas dire le mot coup de massue qui serait politique, mais en tout cas un effet qui rapporte, mais qui du coup, quand ça rapporte, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye. Voilà, donc il y a sans doute des effets à ce moment-là de lissage, ou en tout cas de mise en œuvre progressive et peut-être pas trop forte. Et là, c'est le gestionnaire qui parle, c'est que quand il y a un coût fiscal un peu raide, mes lignes téléphoniques en général explosent parce que les retraités ont malheureusement l'impression que c'est moi qui fixe les règles du jeu et parfois adore engueuler la CNAV. Petit désaccord avec vous, Monsieur Van Larenberg, et je le dis en tremblant, la durée de cotisation, je pense, mais là pour le coup je sors presque un peu de mon rôle et de ma condition, je pense que le levier commence à être un peu épuisé. On est aujourd'hui à 43 ans de cotisation. On commence à travailler à 21-22 ans. 21 plus 43, 64. On pourrait se dire finalement, plutôt que d'augmenter l'âge de départ à la retraite, ou plutôt pour satisfaire à ma neutralité et éviter le courroux de Monique Lubin, plutôt que d'augmenter les cotisations ou de baisser les retraites, donc ce sont les trois leviers d'équilibrage d'un système de retraite, on pourrait augmenter la durée d'assurance, la durée de cotisation. Le risque que l'on constate sur une durée de cotisation qui devient trop extrême, c'est une préférence pour le présent et donc une préférence pour la décote. C'est des assurés qui du coup partent dès l'âge légal en n'ayant pas tout leur trimestre et partent avec des cotes. On voit déjà une petite augmentation du taux de décote. On aurait le risque finalement, au regard de
du fort attachement de nos concitoyens à l'âge de départ à la retraite, on aurait un risque d'un départ le plus tôt possible, au risque de partir avec une toute petite retraite. Mais ce sont des effets de comportement. Voilà. En tout cas, il y a évidemment ce point qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention. Sur le solde par régime, je vous rejoins entièrement, monsieur Van Renberg. Effectivement, je l'ai rappelé dans une précédente réponse, on a des régimes de retraite qui sont très inégalement en déficit et certains qui sont en excédent. Proportionnellement à ces ressources, c'est la CNRACL qui a un niveau de déficit le plus important, rapporté évidemment à son volume de dépenses, d'où d'ailleurs effectivement la mesure extrêmement forte de cotisation qui est proposée dans le présent PLFSS. De mémoire, c'est 2 points de cotisation par an, si j'ai bonne mémoire. Donc un effort de contribution significatif pour, je crois, essayer de rétablir les équilibres. Et enfin, s'agissant... oui, Monsieur Chassaing, sur l'éventuel consensus, ou en tout cas les travaux qui semblent prospérer, en tout cas, je suis avec attention, mais qui ne sont pas encore conclusifs, mais effectivement, il y a des travaux importants, je trouve, des partenaires sociaux sur la retraite progressive, peut-être aussi sur la pénibilité, sur la réindexation sur le seuil de 1 400 €. Je ferai une réponse intermédiaire entre celle que j'ai faite à Madame la rapporteure et celle que j'ai faite à Monsieur Van Renberg. On est plus près de 1 200, donc sans doute sur des seuils qui n'emportent pas encore un très grand volume de retraités. En revanche, on a énormément de retraités qui ont un montant de retraite tout régime entre 1 200 et 1 800. Donc, dès qu'on décale un tout petit peu le seuil, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Mais là, il faudrait qu'on fasse le chiffrage plus finement. Et si évidemment Madame la rapporteure le souhaite, on pourrait faire le chiffrage 1000, 1200, 1000, 1400. Je dis ça sous le contrôle évidemment de ma voisine, parce que c'est plus facile de passer des commandes que de les réaliser. Donc, je ne voudrais pas l'accabler et accabler ses équipes. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir cette sensibilité pour que vous ayez les impacts financiers. Et si évidemment vous le souhaitez, je les fournirai à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci. Il me reste 2 sénateurs ou sénatrices. Annick Petrus. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre présence et vos réponses. Ma question est la suivante. Avec les ajustements budgétaires pour 2025, comment la CNAV prévoit-elle d'allouer les ressources afin de maintenir une qualité de service optimale, notamment pour les publics les plus précaires? Y aura-t-il un renforcement des équipes pour réduire les délais de traitement des dossiers et pour répondre aux demandes d'information? Vous savez, les Outre-mer, la caisse de retraite dépend de la CGSS et la collectivité de Saint-Martin dépend de la CGSS de la Guadeloupe. Nous avons un délai de traitement pour les retraites qui est de plus d'1 an. Alors, vous l'aurez compris, ça met en difficulté les usagers et aussi la collectivité territoriale de Saint-Martin qui doit, dans l'intervalle, les soutenir financièrement au travers de son aide extralégale. Merci. Et pour terminer, Cathy Pour-Soupouli. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, tout d'abord, Monsieur le Directeur. Alors, ça a été dit plusieurs reprises. Le gouvernement a donc prévu de décaler la revalorisation des pensions de retraite de 6 mois, finalement, pour une économie de 4 milliards d'euros en 2025, ce que vous avez donc confirmé. Et cette revalorisation décalée, puisque vous venez de l'affirmer vous-même, va entraîner donc... Enfin, ça, c'est pas ce que vous avez affirmé, c'est ce que nous affirmons. Elle va entraîner évidemment une perte de pension pour les retraités, puisque la revalorisation sera moindre. Elle sera moindre en valeur absolue. Et puis, surtout, les pensions ne seront revalorisées que de 1,8, ce que vous avez confirmé, au 1er juillet, alors qu'elles devaient l'être de 2,3 si on le faisait en janvier. Cette mesure donc ne va pas toucher les bénéficiaires de minimum vieillesse, mais s'applique bien aux bénéficiaires de minima de pension. Vous pouvez me confirmer ça? Et puis le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, s'était montré ouvert en commission des affaires sociales à une évolution donc du curseur pour les petites retraites à 1 200 ou 1 400 €, mais le gel des retraites n'est pas abandonné. Donc, est-ce que vous pouvez également me confirmer ça? Et puis, j'aimerais dire quand même que c'est donc la double peine qui va s'appliquer pour les retraités, puisque non seulement ça,
on leur retarde la revalorisation de leur retraite de 6 mois. Mais en plus de ça, le taux sera le moins important. Donc, c'est quand même un vrai souci. Et une fois de plus, eh bien, on s'attaque à une catégorie de personnes qui, aujourd'hui, vivent avec les pires difficultés pour certains. On est dans des régions, et les uns et les autres, où il y a de toutes petites retraites. Moi, je pense souvent aux retraités veuves de mineurs, hein, avec des toutes petites retraites, mais y compris aux autres, hein, aux salariés qui ont eu des carrières hachées, etc. Et c'est donc cette population qui va payer les pots cassés, finalement, eh bien, du gouvernement, une fois de plus. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer les 2 questions que je vous ai posées? Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Je vous laisse répondre aux 2 dernières intervenantes. Merci beaucoup, monsieur le président. Pour le coup, alors pas de recrutement spécifique prévu. En revanche, une attention toute particulière, effectivement, à la gestion des retraites en général et à la gestion des retraites dans les Outre-mer en particulier, avec ce modèle un peu singulier, vous l'avez évoqué, Madame la sénatrice, des caisses générales de sécurité sociale. Là-dessus, point de vigilance permanent. Et d'ailleurs, vous avez, je crois, vous avez reçu en audition à l'instant le Premier président de la Cour des comptes qui vient de sortir un rapport sur la CGSS de la Martinique et pas de la Guadeloupe, qui n'est pas des plus favorables, qui en revanche, sur le volet retraite, souligne justement cette mobilisation et cet engagement très fort de la CNAV pour essayer justement d'améliorer la qualité de service. L'engagement de la CNAV, et il est contractuel, et c'est un engagement qui s'est accompagné évidemment de renforcement de moyens humains et financiers. L'engagement de la CNAV, c'est de dire qu'en cible 2027, on arrête d'avoir des indicateurs de qualité de service, de performance du service public différents dans les Outre-mer et en métropole, et dans l'Hexagone, pardon. Ce qui peut sembler une évidence, qui n'en était pas. C'est-à-dire jusqu'ici, contractualisation après contractualisation, on avait des engagements de qualité de service, engagements de délai notamment, qui n'étaient pas les mêmes. Pour le coup, on a mis une trajectoire, on n'est pas encore à la cible, mais la cible 2027, d'avoir la même performance de délai, de taux de décroché téléphonique, de conformité financière, et ainsi de suite. On n'y est pas encore complètement, avec en plus la singularité effectivement de la collectivité de Saint-Martin, qui effectivement dépend de la CGSS de Guadeloupe, parce que ce serait trop peu, enfin, avec tout le respect que j'ai évidemment pour la collectivité de Saint-Martin, mais on n'aurait pas la population suffisante pour y avoir une caisse générale autonome, mais évidemment qui induit une forme de coût de coordination relativement élevé, puisque si j'ai bonne mémoire, il faut 2 ou 3 heures pour relier les deux, du moins en bateau. Mais je m'avance en tremblant sur le sujet. Là-dessus, en tout cas, la Caisse de Guadeloupe aujourd'hui a des délais de traitement qui ne sont pas très bons, qui sont 60% supérieurs à ceux de l'Hexagone. Et je vous rejoins là-dessus. Il y a une mobilisation très forte, y compris de l'ensemble des équipes et de l'ensemble des agents, pour améliorer et renforcer le service public. Renforcer le service public, c'est aussi renforcer le service public de proximité. Et je suis pas peu fier, alors on parle pas de Saint-Martin, mais on parle de Marie-Galante, je suis pas peu fier que la CGSS de Guadeloupe soit la première caisse de sécurité sociale à avoir un bus service public, un bus Maison France Service entièrement pris en charge par la CGSS, qui parcourt l'île de Marie-Galante, qui jusqu'ici n'avait pas d'agence de point d'accueil. Donc c'est aussi avoir cette proximité et cette politique de proximité fortement portée par la gouvernance. Il y a encore des marches à franchir, le cap est fixé et pour le coup, je vous rejoins dans la sénatrice, il faut ne rien lâcher sur cette exigence. Sur les minima de pension, enfin, effectivement, l'ASPA et l'ASIF, les minima juridiques de pension, ne sont pas concernés par ce décalage de la revalorisation. Du coup, je ne sais pas si vous évoquez, Madame la sénatrice, enfin, quand vous évoquez minima de pension, je ne connais pas d'autres minima de pension que les minima de pension, mais vous pensiez peut-être du coup à des minima de pension, parce que vous m'avez interrogé sur est-ce que les minima de pension finalement seront revalorisés en juillet ou en janvier? Ils seront revalorisés en janvier, l'ASPA et l'ASI, mais du coup vous avez évoqué l'ASPA et l'ASI en disant et les autres minima, qu'en sont-ils? Et du coup peut-être ai-je mal compris. Il y a en revanche quelque chose qui n'est pas un minimum de pension, qui est intégré au principal de la pension, qui fait partie de la retraite en réalité, qui est ce qu'on appelle le minimum contributif, mais qui est un mode de calcul de la retraite. Lui, en fait, il est intégré à la retraite, et lui, évidemment, il suit le principal, et c'est peut-être celui auquel vous faisiez allusion. Évidemment, je n'ai pas à confirmer ou à infirmer ou à statuer sur les propos, les engagements pris par le ministre chargé du budget. En revanche, s'agissant effectivement
de l'impact sur les toutes petites retraites du décalage de la revalorisation des retraites, c'est effectivement un impact, et très certainement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un rendement financier, puisque pendant 6 mois, quelqu'un qui aura 1000 euros, au lieu d'avoir 18 euros de revalorisation, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, au lieu d'avoir 18 euros en janvier, février, mars, avril, au lieu que sa retraite soit portée de 1000 à 1018 en janvier, février, mars, avril, mai, juin, sa retraite sera portée à 1018 en juillet. Et c'est ce 18 fois 6 mois qui, fois 18 millions de retraités, rapporte beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire que si je me suis mal exprimé, si j'ai semblé dire qu'il n'y avait pas un effort demandé aux retraités. En revanche, leur retraite reste bien arrimée sur l'inflation, mais pendant 6 mois, en quelque sorte, ils restent au niveau antérieur. Sans vouloir polémiquer, en revanche, vous le savez, les retraites ont été très exactement arrimées sur l'inflation lors des deux derniers exercices avec une inflation très forte, ce qui n'a pas été complètement le cas de l'ensemble des salaires. Je mets à part évidemment le salaire minimum interprofessionnel de croissance qui lui a été surindexé. Mais voilà, là-dessus, on a effectivement une situation des retraités qui ont été protégés de l'hyperinflation et là-dessus ensuite protégés par l'arrimage des retraites à l'inflation. Du coup, là-dessus, les retraites. Non, je ne voulais pas, et pardon si j'ai semblé faire le contraire, je ne voulais pas polémiquer, ma sénatrice. Quand j'ai protégé, c'était factuel, c'est un arrimage, c'est-à-dire que les retraites sont arrimées à l'inflation et donc non pas. En tout cas, les retraites n'ont pas été impactées par l'hyperinflation, puisque les retraites ont été revalorisées en fonction de l'inflation, ce qui n'a pas été le cas, vous le savez, de tous les salariés. Mais pardon, je ne voulais pas introduire une polémique avant de quitter cette commission. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucune polémique dans cette salle, il y a juste des débats intéressants. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Directeur, pour vos propos, pour vos précisions. Et puis, bien, nous serons amenés à continuer nos réflexions dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci infiniment.